Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes lectures que j'ai fait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pour l'automne que j'ai l'impression qu'on a eu 2 mois parce que le mois de septembre était ultra chaud, etc. Bref, je passe mon temps à me plaindre du temps qu'il fait. Je n'ai pas beaucoup lu pour ce challenge. Voilà, je n'ai pas beaucoup lu. Mais je vais quand même vous parler de mes lectures, de ce que j'ai apprécié, de ce que j'ai moins apprécié. Pas mal de trucs que j'ai pas tant apprécié que ça. Donc voilà, on va un petit peu parler de tout ça aujourd'hui, c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui m'avait été conseillé par ma soeur en particulier, qui me l'a prêté, mais qui avait été lu 15 000 fois avant par tout le monde de Booktube. C'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Je dois avouer que j'en ai pas énormément de souvenirs. Le plot de base, c'est que en fait il y a quelqu'un qui est en train de se suicider en fait, et qui donc va arriver dans la bibliothèque de minuit où elle va pouvoir tester les vies qu'elle aurait pu avoir si elle avait fait des choix différents. C'était assez prévisible en fait. Dès la première fois où elle essaye une vie, puis qu'ensuite elle en essaye une deuxième, etc. En fait très vite tu comprends comment ça va se faire. J'ai trouvé que le message était sympathique, c'est-à-dire que c'était pas... ça m'a pas retourné le cerveau, je me suis pas dit mais incroyable, mais quel message, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. C'était un message un petit peu bateau mais qui était quand même un message assez sympathique sur en gros il faut s'aimer soi-même, il faut être la priorité dans sa vie, voilà, et avoir un mari, une carrière, enfin c'est pas forcément genre le truc qui va vous rendre heureuse en fait, le bonheur doit venir, je sais pas, de l'intérieur, de vous-même, etc. Voilà, j'ai pas envie de dire que c'est un super message, c'était pas non plus un message hyper nul, c'était un petit peu plus nuancé mais c'était pas non plus révolutionnaire. Le deuxième livre que j'ai lu pour ce challenge, c'était une petite romance. J'ai lu Love on the Brain de Ali Hazelwood. C'était une romance, Enemies to Lovers, avec des gens qui s'étaient connus précédemment, et en fait à chaque fois le gars il est juste chelou, c'est-à-dire il fait croire à la fille qu'il l'apprécie pas du tout en étant hyper distant machin, alors qu'en fait c'est juste que il est consumé par son attraction pour elle et tout, et toi t'es là genre d'accord, ok. Mais en général je trouve que Ali Hazelwood elle écrit quand même pas mal de trucs sur les femmes dans les STEM, donc dans les sciences, etc. Ce qui est assez cool parce que c'est pas forcément un univers qui était hyper privilégié pour des carrières, etc. De femmes qui étaient love interest de romance avant qu'elle arrive quand même. On peut en trouver, hein, je dis pas le contraire, mais aussi mainstream je ne suis pas sûre. Et du coup voilà, on avait une discussion de justement des femmes, leur place, leur carrière dans cet univers, parce qu'en plus c'était à la NASA, tout ça. Au mois de septembre j'ai eu une grosse période NASA, astronomie, ce genre de choses. J'étais très en mode SF mais pas lire des livres de SF, vous voyez. Donc bon, je suis restée un petit peu dans cette vibe avec cette romance que j'ai trouvée relativement crédible. Voilà, c'est pas non plus la romance de l'année, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça m'a fait passer un bon moment. Troisième livre que je vais vous présenter, c'est donc le deuxième tome de un psaume pour les recyclés sauvages. C'est une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, qui est donc le tome 2 du petit tome 1. Voilà, à nouveau c'est très très court, c'est toujours aussi sympathique, toujours aussi impactant, parce que dans le 1 on va suivre Frère Dex qui décide de tout lâcher un petit peu pour devenir moine de thé, et qui finalement aussi au bout de quelques années va se dire est-ce que je suis vraiment heureuse, est-ce que est-ce que c'est ma vocation finalement, qu'est-ce que je fais de ma vie. Et Yael va se perdre un petit peu plus en avant dans la forêt, dans des terres un peu sauvages où les humains et humaines n'ont plus trop ils n'y vont plus trop dans cette zone sauvage. Et Yael va rencontrer un robot avec qui Yael va faire un bout de chemin et va discuter, et c'est hyper touchant, c'est super poignant alors que c'est super court. Alors on arrive au premier désastre de cette vidéo, de ce point lecture. C'était donc The Disaster Tourist de Yoon Ko-un. Et j'ai écrit juste Well, that was a disaster. Ça suit notre personnage principal féminin qui en fait va créer, qui est dans une agence de voyage qui crée des voyages autour des catastrophes. Donc son job c'est de designer
tout un truc autour, enfin tout un voyage où les gens peuvent aller voir littéralement la misère en fait et voir oh là là c'est là où la météorite s'est écrasée, il y a un énorme impact et autour on va aller voir les locaux pour voir comment leur vie a été impactée, tout ça c'est assez voyeuriste, hein, c'est un peu malaisant. Très malaisant même, c'est son métier depuis 10 ans et là en fait elle se fait harceler sexuellement par son boss, donc elle est là en mode bah, je vais peut-être démissionner, et il est là en mode non tu vas peut-être pas démissionner quand même, à la place je te propose de partir un mois en congé où en fait tu vas tester des voyages qui sont, il n'y a plus personne qui veut y aller, on se demande pourquoi, comment on peut les améliorer etc pour pas qu'ils soient rayés de la brochure et tout, est-ce qu'ils ont encore vocation à rester sur cette brochure, et donc elle s'embarque pour une destination où en fait il y a eu un volcan qui s'est réveillé ou quelque chose comme ça il y a quelques années, et puis finalement effectivement sur place elle arrive et elle se dit bon c'est pas hyper ouf, et en fait elle fait tout le voyage et le livre commence vraiment quand elle change de compartiment de train pour aller aux toilettes, et en fait quand elle revient le train s'est détaché en deux et toutes ses affaires sont et les personnes voilà avec qui elle a voyagé, tout l'organisme est parti dans le bon train, voilà dans le bon côté du train, et elle se retrouve dans le mauvais côté du train sans rien, sans passeport, sans savoir parler la langue, sans rien, et là ça commence à devenir un peu un livre catastrophe, et elle va se rendre compte de certains tenants et aboutissants de l'endroit dans lequel où elle est arrivée en touriste, et en fait elle se rend compte que quand les touristes partent les locaux agissent différemment et racontent des histoires différentes, et je veux pas tout vous spoiler parce que ça, en fait là comme je le raconte, même moi en le re-racontant je suis là putain ça a l'air super intéressant genre, et je me suis intéressée à ce livre parce que je me suis dit oh, mais ce concept il est incroyable, et en fait j'ai un petit problème avec certains livres cette année et ça en fait partie, c'est à dire que c'est un livre concept, le concept est trop bien, sur le papier tu te dis waouh c'est ouf, genre ça va être incroyable, et finalement bah tu le lis et tu te dis bah ça aurait mieux fait de rester un concept parce que l'exécution pour moi n'est pas comment dire, n'est pas à la hauteur du concept, et j'ai trouvé qu'il y avait des gros moments des grosses lenteurs qui n'avaient pas lieu d'être, qui coupaient complètement le rythme du livre, tous les personnages sont absolument exécrables, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, on sent venir des choses, on sent venir la fin un petit peu, on se dit bah oui logique, on a du mal des fois à comprendre les réactions des personnages qui sont tellement en mode, toi t'es là tu te dis mais tu hallucines complètement, c'est lunaire, et les personnages sont là en mode ah ouais c'est pas cool, ouais bon bah tant pis, et là t'es comme ça, tu fais ok, donc je sais pas s'il y avait un problème d'incompréhension culturelle de ma part, quelque chose, mais en tout cas vraiment ça, enfin avec ce livre ça ne l'a pas fait. Mais ensuite j'ai lu le meilleur livre de cette enfin quasiment de l'année je pense, et de cette review, c'est le portrait de mariage de Maggie O'Farrell, qui est absolument incroyable, voilà, qui est un gros coup de cœur, et j'en avais déjà parlé un petit peu dans ma palle du pack parce que je l'avais déjà fini quand j'ai tourné la palle du pack, donc je sais pas si je vais m'éterniser dessus, mais j'étais encore en train de le lire si je me souviens bien, et donc c'est après Hamnet, Maggie O'Farrell nous entraîne dans la Renaissance italienne pour redonner vie à une femme libre, rebelle et incomprise, portée par une écriture d'une beauté inouïe, une œuvre lumineuse et poignante, et en fait voilà, tout est résumé, donc on va suivre Lucrèce de Médicis qui va être mariée au duc de Ferrare alors qu'elle a 15 ans et promise à lui alors qu'elle en a 12-13, et en fait ça pourrait être un truc bateau sur une femme qui n'a pas du tout le choix de ce qu'elle va faire de sa vie, etc. Mais effectivement l'écriture de Maggie O'Farrell en fait quelque chose d'absolument touchant et singulier, et on a l'impression que Lucrèce existe, qu'elle est tangible, qu'on suit vraiment tout ce qui se passe dans sa tête, et j'ai trouvé que c'était juste incroyablement bien fait. Et je me permets de lire ce que j'ai écrit parce que je relis, ça fait 2 mois que je l'ai fini. J'ai dit un roman tout en délicatesse et en rage contenue, on sent l'oiseau en cage, le destin d'une femme intrépide, brimée et transformée contre son gré. Jusqu'à la fin on retient son souffle et on espère que Lucrèce puisse tisser son destin et échapper à la chape de plomb qu'est son mariage, son mari, la vie à la cour, qui l'empêche de s'épanouir et de devenir l'artiste, la femme qu'elle aurait dû être. Et ouais, ça m'a super touchée, je l'ai vraiment adoré et je le recommande, et je pense que je vais l'offrir à pas mal de personnes à Noël parce que
je vois tellement de personnes à qui ça pourrait plaire, j'ai tellement envie qu'on le lise, c'est tellement un gros coup de cœur que voilà, je pense que je vais faire un petit peu de propagande pour et un peu prêcher pour ma paroisse. Ensuite, après cette super lecture, et ben on est retombé sur quelque chose de beaucoup moins fun. Je n'ai plus le livre en ma possession, il s'agit de Méduse de Martine Desjardins. C'est l'histoire de Méduse qui est une jeune femme complètement brimée, oppressée par sa famille. Et qui en fait a une difformité au niveau des yeux, qui doit cacher son regard, tout le temps dissimuler son regard, le maintenir baissé, etc. Et après un incident, elle va être envoyée dans une espèce de pensionnat pour jeunes filles qui sont aussi soi-disant difformes, et on va se rendre compte que c'est un pensionnat vraiment hyper étrange et malsain, parce que les bienfaiteurs de ce pensionnat utilisent un petit peu les utilisent les jeunes filles pour leur bon plaisir, parce que personne viendra les réclamer notamment, etc. Et c'est hyper glauque. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est tout le livre en fait. C'est tout le livre, ça m'a fait penser à du torture porn en fait. Enfin, c'est vraiment, ça me faisait me sentir comme ça. C'est juste des descriptions sans fin de ces gamines qui sont abusées, des abominations et qui sont perpétrées contre elles, qui sont considérées comme des objets. Il y a un sentiment de malaise et d'étrangeté, mais pas de la bonne manière, en tout cas pas pour moi. Et encore une fois, il y a une femme qui doit subir des violences traumatisantes pour grandir et devenir plus fort. Et du coup voilà, il y a des passages qui servent le propos du roman mais qui rendent la lecture très inconfortable, et à nouveau un livre concept qui était hyper intéressant, mais dans l'exécution j'ai vraiment été très inconfortable pendant cette lecture, et c'était tellement répétitif toutes ces horreurs. Alors je me suis dit bah enfin tu l'as un peu cherché, c'était marqué conte gothique féministe, etc. mais en fait voilà, maintenant je crois que et c'est un point de vue en fait, et je comprends totalement qu'on dise bah non, moi je pense qu'il faut écrire les violences pour les dénoncer. Mais moi je trouve qu'il y a un équilibre à avoir, c'est à dire que là vraiment pour moi c'était too much, et au bout de 4ème, 5ème, 6ème fois j'étais là en mode on a compris en fait, on a compris que elle est violentée, on a compris que elle est brimée, on comprend en fait, c'est horrible, et en fait il y a un moment où on sort un peu de ce schéma là, mais en fait c'était déjà aux 2/3 du livre, et moi j'en avais déjà marre en fait, je n'en pouvais plus de tout ça, en fait je n'en pouvais plus de toute cette violence comme ça, qui n'était pas gratuite, mais qui était tellement répétitive qu'au bout d'un moment je me disais on peut écrire autre chose, on peut aller dans le personnage de Méduse, on peut essayer de la comprendre un peu plus, et en tout cas c'est pas ce que j'ai eu. Ensuite j'ai enchaîné avec The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic de Breanne Randall. Et là aussi je suis un petit peu mitigée. J'ai vraiment que des trucs où j'étais mitigée, je n'en peux plus, j'en ai marre. J'étais un petit peu mitigée parce que c'est une romance. Et c'est vraiment pas la partie la plus intéressante du livre. On est sur une jeune femme qui justement elle a le droit à 4 brisages de cœur je crois avant de perdre sa magie, et elle en est déjà à 2. Il y a eu son petit ami quand elle avait 18 ans qui est parti à la grande ville, blablabla, qui l'a laissée alors qu'elle pensait que c'était l'amour de sa vie, et il y a un an il y a son frère qui est parti parce qu'il n'en pouvait plus de la vie qu'il mène dans cette petite bourgade, et du coup ça lui fait 2 heartbreaks, et là il y a son amour de jeunesse qui va revenir, et donc elle a peur d'avoir un 3ème heartbreak, et ensuite on découvre que trigger warning, sa grand-mère tombe malade, et donc elle a peur aussi, enfin voilà, et en gros c'est un petit peu le message, c'est bah vu qu'elle a peur d'avoir le cœur brisé, en fait elle ne vit pas, et elle vit une demi-vie en fait. Et donc ok, ça c'est le message, voilà, on le comprend assez facilement. Moi c'est un message qui m'a plutôt touchée parce que des fois sur certains aspects de ma vie j'ai du mal à prendre des risques, du coup je me suis dit ouais c'est con parce qu'en fait je manque des trucs, tout ça, donc ok. Mais par contre le reste, j'ai vu notamment sur Goodreads qu'on disait Conservative Firefighter Hero Energy. Oui, le héros est un pompier conservateur, genre. Et même ses sorcières, du coup, parce que elles font quand même de la magie dans sa famille, ces sorcières vont à l'église et sont genre assez conservatrices aussi. What? Il y a très peu de choses qui m'ont intéressée, j'aimais bien les dynamiques familiales, on m'avait promis un petit peu un truc genre Gilmore Girls, je l'ai retrouvé par moments mais pas assez en fait. J'avais juste l'impression que la grand-mère de cette meuf parlait avec la voix de Babette dans Gilmore Girls, et donc ça me faisait rire à chaque fois qu'elle ouvrait sa bouche. Hey Babette. Oh, hello sugar. Can I get you something? Mais vraiment la romance, aïe 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 quoi, c'est complètement passé à côté pour moi. Je trouvais pas qu'ils avaient d'alchimie, c'était pas très compréhensible, et puis ce héros qui est complètement, enfin voilà, conservateur, et dans cette espèce de
chrétienté conservatrice, vraiment j'avais énormément de mal et je ne savais pas que ça parlait de ça de base. Je vous écarte un peu pour pas que vous ayez le soleil qui se rapproche de moi au fur et à mesure. Du coup, un gros coup de cœur aussi, parce que en fait j'ai fait que ça. J'ai alterné des trucs vraiment pas ouf et des trucs qui étaient beaucoup plus sympas. J'ai lu Foire, bien sûr. A Far Wild Magic de Alison Saft, qui a été traduit par La Chasseuse et l'Alchimiste en français assez récemment, donc c'est cool parce que vous pourrez potentiellement le découvrir, dans lequel on va suivre Margaret Maggie, moi je me souviens qu'elle s'appelait Margaret, qui vit dans la ville gothique de Wickdown et qui est toute seule dans un vieux manoir. Sa mère l'a abandonnée, elle sait pas quand est-ce qu'elle va revenir, son frère est décédé, son père n'est plus là, enfin vraiment c'est un petit peu la misère. Et en fait elle va rencontrer, au premier chapitre, elle va rencontrer une créature un peu mystique qui est un renard blanc qui signale que c'est le début de la chasse, une chasse à nouveau un petit peu mystique qui s'inscrit dans les, comment dire, un peu dans les mythes et légendes celtes, en tout cas d'Halloween, autour d'Halloween. Donc très cool, je l'ai lu à ce moment là et j'étais vraiment bien dans le thème et c'était chouette. Et voilà, ça s'appelle le Hala, et donc quiconque tue le Hala aura renommée, richesse, etc. Et donc on va avoir Wes qui va arriver, Wes Winters, qui cherche un apprentissage auprès de la mère de Maggie, qui est une alchimiste, mais du coup qui va se retrouver un petit peu embarqué dans cette histoire de chasse, parce qu'il faut une chasseuse et un alchimiste, ou une alchimiste, et donc qui va se retrouver là-dedans. C'est de la fantasy young adult, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas lu et j'ai lu de la qualité, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lis plus trop de fantasy, mais quand c'est bien fait, c'est très très cool. J'ai trouvé qu'ils avaient une bonne alchimie, un bon feeling. Les deux étaient intéressants en soi, en fait, c'était des personnages qu'on avait l'impression que, qui étaient tangibles, qui avaient des vrais problèmes, qui avaient une vraie construction d'eux-mêmes, qui étaient complexes dans leur caractère. Et ça c'était très cool, et voilà, en dehors de leur relation il y avait quelque chose, et voilà, les deux m'ont beaucoup touchée dans leur relation avec leur famille, leur relation avec leur identité, le fait de vouloir mettre des barrières, de vouloir dissimuler des choses, et puis finalement de se rendre compte que avec certaines personnes on est comme un livre ouvert et que les barrières doivent tomber parce que des fois plutôt que de nous protéger elles nous enferment plus qu'autre chose. Il y avait tout ça, et puis il y avait aussi le fait que ce sont ils sont membres de classes soit sociales comment dire, stigmatisées, soit aussi membres de religions qui sont stigmatisées dans cet univers et qui font écho évidemment à notre réalité et à ce qui se passe. Et voilà, ils sont victimes de racisme, sont victimes de bigoterie, de misogynie, de tout ça. Et pour moi le message est super fort et vraiment très très bien fait. J'ai vu sur d'autres comptes, que ce soit francophones ou anglophones, des personnes qui disaient que cette représentation était très cool et qu'elle faisait un peu vrai, enfin voilà, qu'elle était assez réaliste. Donc ça m'a fait plaisir et ça a renforcé le fait que j'ai passé vraiment un super moment. Finalement la chasse n'est même pas si importante que ça, la chasse de cet élément mythique et mystique, c'est plus la relation voilà, avec la famille, avec nous-mêmes, comment on s'est construit par rapport à sa famille, qu'est-ce qu'il faut déconstruire, etc. Et c'est des thèmes que j'aime beaucoup et qui ont pas mal résonné en moi. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est un roman graphique que j'avais mis dans ma palle de choses qu'il fallait absolument que je lise. Donc j'ai déjà lu celui-là et donc c'est très cool. C'est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. On va suivre un personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, Lubin, voilà, Lubin, qui a une vingtaine d'années et qui en fait va se rendre compte que tout d'un coup il est présent dans son corps qu'un jour sur deux. Et le jour où lui n'est pas présent, quelqu'un d'autre, une autre personnalité, est là, quelqu'un, on ne sait pas, une âme, enfin on ne sait pas du tout ce que c'est, et du coup les jours vont commencer à disparaître de sa vie, et il va y avoir une relation qui va s'installer, un échange entre cet autre lui et lui-même. Et en même temps on va vers une dégringolade de sa vie en fait, et on va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Et ben je peux vous dire que c'était pas Jojo. Voilà, ça m'a vraiment mise hyper mal à l'aise, j'étais au bord des larmes plusieurs fois. C'est des sujets qui, je sais pas, c'est vraiment un truc qui me trigger, que ce soit dans les séries, dans les livres, etc. Quand quelqu'un prend la place de quelqu'un d'autre et vit mieux sa vie. Presque, ou quand voilà ouais, quelqu'un est pris pour quelqu'un d'autre, je sais pas, ça me fait penser à un épisode de Buffy où en fait Faith est dans le corps de Buffy et vole la vie de Buffy et personne s'en rend compte.
là il y a quand même des gens qui s'en rendent compte, mais en fait ça m'a fait vraiment ce même effet et ça m'a déclenché une peur. Ça m'a déclenché une peur tout d'un coup de me réveiller qu'un jour sur deux et de ne plus vivre, etc. et de voir les années passer et voilà. Donc c'est un petit peu enfin c'est super bien exécuté, vraiment c'est très chouette, mais je ne sais pas à qui je le recommanderais parce que moi il m'a mis un petit peu dans le mal. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous le voyez, j'ai pas énormément lu pendant cet automne, mais j'avais des choses à en dire, on va dire, et j'ai lu quand même quelques livres qui étaient très cool que je vous recommande évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce que je prendrai vos recommandations pour l'année prochaine en espérant que je fasse des meilleures lectures peut-être. Et n'hésitez pas si vous avez lu certains de ces livres, on peut échanger dessus, y a pas de souci. Par exemple, enfin, j'avais un avis assez tranché sur Méduse ou sur The Disaster Tourist, mais si c'est dans la bienveillance et tout, y a aucun souci à discuter de ces livres en commentaire et à voilà, et à parler de notre point de vue là-dessus. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, reposez-vous, tout ce que vous voulez, et à bientôt. Ciao.